Saguenay a subi de nombreuses transformations ces dernières années. Le maire de Saguenay, Jean Tremblay, nous rappellera dans cette série d'émissions d'où nous sommes partis et que réserve l'avenir aux citoyens de notre grande ville. Aujourd'hui, la formidable histoire du lac Saint-Jean. Le lac Saint-Jean a été découvert par Jean Dequin. Il y avait des Amérindiens depuis très longtemps au lac Saint-Jean. Sauf que le premier Européen qui s'y rend, c'est Jean Dequin, un jeune homme, un jésuite. Il part de Tadoussac en canot d'écorce. Il faut qu'il remonte la rivière Saguenay, mais à contre-courant. C'est pas facile, là. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça, mais il y a un courant très fort dans le Saguenay. Il faut remonter le Saguenay à contre-courant. Il se rend jusqu'à Chicoutimi. Donc, il a passé devant l'hôtel de ville, Jean Dequin. Il prend la rivière Chicoutimi. La rivière Chicoutimi, il y a 7 portages. Le portage des Roches, c'est le dernier des 7. Pour ensuite prendre la Kenogami, ensuite la rivière des Aunais et enfin arriver à Métabetchouan, qui s'est appelé longtemps Saint-Jérôme. Quel était l'intérêt d'un père jésuite, un Français, d'aller au lac Saint-Jean? C'était pas la découverte. Hein? C'était pas Champlain, là. C'était pour évangéliser. Il a entendu dire qu'il y avait des gens malades, il y avait une épidémie au lac Saint-Jean. Alors, il a dit, il faut que j'aille leur offrir les derniers sacrements. Ce qui le surprend beaucoup en arrivant au lac Saint-Jean, c'est qu'il découvre qu'il y a une grosse croix qui est plantée. Il s'attend à être le premier à arriver là, puis à parler du Christ, puis à parler de la religion catholique. Il y a une croix. La croix a été plantée par des Amérindiens qui ont été évangélisés à Tadoussac et qui sont montés par la suite au lac Saint-Jean. Alors, Jean Dequin arrive et la traite des fourrures se fait. La traite de fourrures se fait et à Chicoutimi et à Métabetchouan. En même temps, ça a été ouvert en même temps, ces 2 postes de traite-là. Et pendant longtemps, on exploite la fourrure. Mais lorsqu'on fonde la région ici, par des gens de Charlevoix, on a l'abbé, Bagotville, des gens qui viennent de la Malbaie et de Baie-Saint-Paul, s'établir confortablement, ça commence ici. Par la suite, il faut développer le lac Saint-Jean. Le lac Saint-Jean n'est pas développé par les gens de la Malbaie. Il est développé par des gens de Kamouraska. Oui, des gens de Kamouraska qui arrivent pour développer le lac Saint-Jean, des gens de Lillet aussi. C'est tout près l'un et l'autre. Et ils ont un chef d'équipe, un guide, c'est l'abbé Nicolas Tolentin Hébert. Héberville, vous avez entendu parler de Héberville. C'est en son honneur, Héberville. Alors, lui, il arrive au lac Saint-Jean, développe ça. Ce sont des terres agricoles extraordinaires. On a même appelé le lac Saint-Jean, à un moment donné, le grenier du Québec, parce que les terres agricoles étaient d'une qualité extraordinaire. Il faut comprendre que le lac Saint-Jean était 2 fois plus petit. Il était beaucoup plus petit parce qu'on ne l'avait pas encore, il n'y avait pas eu de barrage, on n'avait pas, évidemment, on ne turbinait pas, il n'y a pas question de faire ces choses-là. Alors, on pêchait, hein, et il y avait beaucoup de navigation parce que il n'y avait pas de route, tout se faisait par bateau. Il y avait une activité maritime importante et le point central, c'était Roberval. Parce qu'à Roberval, le train arrivait. Et il y avait l'hôtel Beaver à Roberval, il y avait un homme d'affaires important qui s'appelait Scott, et il y avait l'île Beaver qui était près d'Alma, alors on prenait le bateau, on s'en allait là, et on pêchait la Wananiche, on faisait toutes sortes d'affaires, on nous dit c'était un endroit de villégiature. Et il y avait beaucoup d'îles qui ont été noyées là, lorsqu'on a rehaussé le lac Saint-Jean. Mais certaines îles, on peut encore les observer, entre autres l'île Beaver, une partie importante est encore hors de l'eau, c'est encore une île, et on peut voir les structures du chalet où des Américains, il y avait même des gens du Japon, venaient de partout pour venir au lac Saint-Jean, venir pêcher. On nous dit que certaines personnes ont pris jusqu'à 300 Wananiche dans leur voyage. C'était un paradis pour la chasse et la pêche. Et l'activité commençait tranquillement à s'installer, la fourrure, la forêt, tout ça s'installait. Et le point central, c'était Roberval, c'était pas Chicoutimi. Roberval, c'était la place commerciale du lac Saint-Jean. Et tranquillement, toutes les villes autour du lac Saint-Jean se sont développées à un rythme
aussi rapide que celui du Saguenay. Ce qui a donné une chance à Saguenay de devenir une région plus industrielle que le Lac-Saint-Jean, c'est l'arrivée de Alcan. Au début, c'était Alcoa. Ça a donné une chance. Mais allons voir au début pourquoi c'est arrivé ici. Parce qu'il y a un lien direct, hein, Lac-Saint-Jean, Saguenay. Le lac Saint-Jean était, lui, agricole, avec les plus belles terres du Québec, des terres extraordinaires. Et là arrive M. Scott, dont je vous ai parlé. C'est un homme d'affaires qui était très, très actif, demeurait à Roberval. Il y avait un moulin à Roberval. Et lui, il entend parler de ça, l'électricité. Fait des démarches auprès du gouvernement du Québec et on lui concède le lit de la rivière Saguenay à partir de la ville de Saguenay jusqu'à Alma. Le lit de la rivière, tout ça, ça prend beaucoup d'argent pour développer ça. Il faut développer des centrales hydroélectriques et l'électricité, c'est l'avenir, mais il faut avoir des industries en vue. Il n'y en a pas beaucoup dans ce temps-là. Alors, M. Scott commence à regarder ça un peu. Il se trouve un associé. Bon, mais ça prend beaucoup d'argent. Alors là, comment on va faire pour faire ce développement-là? C'est un peu son problème, puis c'est en même temps son projet d'avenir, parce qu'il sait qu'il y a beaucoup d'argent à faire dans ça. Alors, il se trouve un associé, mais rapidement, on voit qu'ils n'ont pas assez d'argent. Alors, ils entendent parler d'un monsieur ou un Américain qui va venir les visiter, qui s'intéresse beaucoup à ça. C'est un monsieur Duke, D-U-K-E. Lui, c'est un des Américains les plus riches. Il y en a qui disent le plus riche, là, c'est dur à dire, là, mais c'est un des Américains les plus riches. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur-là? Il contrôle la cigarette aux États-Unis. Tout le marché de la cigarette, là, 80 de la cigarette aux États-Unis, c'est contrôlé par Duke, une compagnie qui s'appelle l'American Tobacco Company. Ça, c'est la compagnie qui contrôle la cigarette. Et il a commencé aussi à faire des centrales hydroélectriques en Caroline du Nord et en Caroline du Sud. Alors, lui, il voit très bien ce qui s'en vient, puis il se dit « ça m'intéresse ». Donc, lui, il rencontre Scott. Ces deux-là se mettent ensemble, ils se disent « on va faire du développement », mais très vite, Scott a de la misère à suivre parce que c'est beaucoup d'argent, je vais vous dire tout à l'heure, c'est des montants d'argent faramineux, là. Quand on parle de 10 millions dans ce temps-là, et puis vous allez voir, ça va augmenter rapidement, là. 10 millions, c'est le point de départ, ça prend énormément d'argent. Même aujourd'hui, un projet de 10 millions, on trouve ça respectable. Imaginez, dans ce temps-là, justement pour m'amuser un peu, j'ai sorti dans ce temps-là quel était le budget de la province de Québec. Alors ici, j'ai sorti un document qui s'appelle « Le discours du budget de l'honorable Jacob Nicholl aux provinces de Québec ». En 1926, le budget du Québec en 1926, 23 millions. Imaginez-vous, le budget de Saguenay aujourd'hui, c'est 300 millions. 23 millions. Mais c'est vrai que c'est un chiffre qu'on prévoit faire un surplus de 246 000 $. Province de Québec, imaginez-vous que là, on fait un projet
de dizaines de millions ici au Saguenay, c'est énorme. Mais je vous parle de ça parce que ça affecte le Lac-Saint-Jean d'une façon importante. Là, Duke arrive, il dit « Oui, on pourrait faire ça au Saguenay, mais qu'est-ce qui va arriver avec le Lac-Saint-Jean? Il faut baigner le Lac-Saint-Jean, toutes ces belles terres-là. Il va falloir que ça soit inondé, il faut faire un réservoir. Le Lac-Saint-Jean est beaucoup plus petit dans ce temps-là qu'il l'est aujourd'hui. Alors, il faut faire un réservoir. Oui, on est propriétaire de tout ça. Là, les arrangements financiers se font entre Duke Scott, mais Duke va chercher un homme d'affaires pour pouvoir utiliser cette électricité-là. Il va chercher William Price. Mais vous savez qu'il y en a beaucoup de William Price. Le premier Price qui a commencé, là, qui a développé l'industrie forestière au Québec, c'est pas de lui dont on parle. Hein? C'est pas de lui. On parle de Sir William Price. Sir William Price, celui qui a développé, entre autres, Kenogami. Celui qui a développé Kenogami, Sir William Price, et qui est mort dans un éboulis. Là. Ça, c'est Sir William Price, qui était, lui, associé avec Duke, qui forme la compagnie Duke Price. Alors, eux autres se disent, on va construire une centrale hydroélectrique à l'île Maligne, à Alma. Et cette centrale-là va alimenter une usine d'aluminium qu'on va faire à Arvida. On va construire une ville à Arvida. On va faire une chaîne de transport d'électricité entre Alma et Arvida. Oubliez que Chipcha n'existe pas à ce moment-là. Parce qu'à Chipcha, là, il y en a deux des centrales. Il y a Chute à Caron et il y a Chipcha. Il y en a qui appellent ça Chipcha 1, Chipcha 2. Mais dans ce temps-là, ça n'existe pas, là. On fait l'île Maligne, ce sont des grosses constructions. Alors, là, c'est important. On a notre grand projet, mais quand on commence à parler de ça au lac Saint-Jean, les gens ne veulent rien savoir. N'oubliez pas, on est en période, c'est la guerre, c'est la Première Guerre mondiale. On manque de main-d'œuvre et les agriculteurs, entre autres, ils disent qu'il n'est pas question qu'on perde nos terres, avec raison. Et là, les agriculteurs se regroupent autour d'une personne qui s'appelle Onésime Tremblay. Onésime Tremblay, c'est un agriculteur de Mattabetchouan, très important. Ça va se rendre jusqu'à Londres, cette affaire-là. Ils résistent. Ils disent non, il n'y en est pas question. Vous inonderez pas nos terres. Si vous les... On n'aura plus... On y tient et il n'y en est pas question. Alors là, les démarches se font et là, la guerre arrive. On arrête tout ça parce qu'on se dit ça ne fonctionne pas avec les agriculteurs. Mais aussitôt la guerre terminée, on reprend les travaux. Et là, il y a tout un combat. Ça fait le tour de la province. C'est dans tous les journaux. C'est le grand combat. On appelle ça la tragédie du Lac-Saint-Jean. Ça fait l'objet de la manchette partout au Québec pendant un bon bout de temps. Alors, n'oubliez pas, il y a du flottage de bois aussi sur le Lac-Saint-Jean. Il y a toutes sortes d'activités. Tout ça est en péril. Qu'est-ce qui va arriver si on fait une centrale hydroélectrique? Alors, moi, mon grand-père, là, je vous parle de moi, mon grand-père, il s'appelait Henry Tremblay. C'est un agriculteur prospère qui était à Saint-Méthode. Saint-Méthode, quand vous voyez l'église, là, il y a un petit pont. Tout de suite après le petit pont, c'était la terre de mon grand-père qui était là. Alors, effectivement, il fait partie du groupe, mais on fait des offres à certaines personnes, dont mon grand-père, qui lui a accepté. Hein, mon père m'a dit qu'il avait obtenu 35 000 dans ce temps-là. C'était quand tu partais de Saint-Méthode avec 35 000 dans tes poches en 1926, ça a l'air que tu n'étais pas un pauvre. Alors, lui, il a accepté parce qu'il a vu que c'était pas à armes égales et probablement que c'était trop difficile de les poursuivre. Mais plusieurs agriculteurs ont décidé de continuer leur poursuite. Alors, la centrale finit par se construire. On construit une centrale et ça ne suffit même pas, ça, pour les besoins de... C'était Alcoa dans ce temps-là. C'était pas Alcan au début. Ça a duré quelques années. Après ça, c'est devenu Alcan. Alors là, on décide aussi, après ça, de construire Chute à Caron. Donc, Chipcha 1, c'est la même chose. Alors, cette centrale-là, qui s'appelle Chute à Caron, existe encore. Elle est à Chipcha, à côté de la grosse centrale Chipcha, la Chipcha 2. Ça, c'est la grosse. Mais quand on construit la centrale d'Île-Maligne, là, c'est tellement gros, c'est la plus grosse centrale hydroélectrique au monde. Hey, au monde. Et on n'a pas encore Rio Tinto quand on l'a construit. On a seulement Price.
Mais Rio Tinto arrive, il dit, moi, là, je peux, j'en ai besoin, puis je pourrais vous l'acheter. Alors, voyez-vous, là, on est loin, là. La plus grosse centrale hydroélectrique du monde, le lac Saint-Jean est inondé, les agriculteurs sont désespérés, les terres, les plus belles terres, hein, on nous dit que ce sont des terres très, très riches, les plus belles terres du Québec sont inondées, c'est terminé. L'activité qu'il y avait touristique sur le lac Saint-Jean s'est complètement transformée. Puis il y a plusieurs petits villages qui entourent le lac Saint-Jean qui peinent à survivre. C'est vraiment, pour rien qu'on appelle ça une tragédie. C'est la tragédie du lac Saint-Jean. Alors, tout ça se continue. L'activité économique reprend. Il y a beaucoup, beaucoup de moulins de sillage, il y en a presque un par village. Alors ça aide un peu. Et le groupe d'agriculteurs décide de s'en aller jusqu'à Londres pour essayer de défendre leur point de vue, mais la cause n'a même pas été entendue à Londres. Donc, ils ont tout perdu, Onésime Tremblay, tout ça, ils ont tout perdu. On a même pensé à un moment donné fermer complètement le village de Saint-Méthode. Saint-Méthode, à ce moment-là, c'était un des villages les plus prospères du lac Saint-Jean. Aujourd'hui, Saint-Méthode, c'est un village comme un autre. C'est un beau village, mais comme un autre. Mais dans ce temps-là, c'était un des plus prospères. C'est très, très beau, par exemple, la rivière Tiquapé qui passe là. Mon père, quand il me parlait de Saint-Méthode, là, il avait presque les larmes aux yeux. Le bonheur qu'ils avaient de vivre là, avec la rivière qui faisait le tour de leur terre, le climat qui régnait là, la prospérité. T'es pas pauvre du tout, là. Ça allait très, très bien. Et c'est vrai que c'est beau. Quand tu t'y arrêtes, là, placez-vous devant l'église de Saint-Méthode et regardez tout ça. Là, c'est facile d'imaginer que c'est un territoire extraordinaire. Maintenant, si vous allez là, à l'église Saint-Méthode, vous allez traverser le pont, vous allez voir la terre n'est pas inondée. Vous allez dire, pourquoi il est parti? Il n'y a pas d'eau. C'est qu'à certains moments, l'eau est montée plus haute. Et il y a eu, dans les années qui ont suivi, il y a eu des crues extraordinaires. Et à un moment donné, ils ne voulaient pas ouvrir les pelles à Alma parce qu'ils se sont dit, les bio, ça va s'en aller partout dans la ville, ça va tout briser. Mais ils ont été obligés de les ouvrir parce que ça devenait catastrophique. J'ai une photo, entre autres, qui nous montre mon grand-père qui allait à sa ferme en chaloupe. Alors, partir de la maison, s'en allait à sa ferme en chaloupe. Alors, vraiment, c'était différent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait avec les animaux, tout ça. Ça devait être vraiment une situation très, très pénible. Alors, c'est en 1928, 2 ans plus tard, qu'il y a eu une crue en plus. Là, ça a été la cerise sur le sundae et vraiment, ça s'est détérioré. Pendant ce temps-là, évidemment, Alcan, qui était situé à Arvida, lui, prospérait. Ça allait bien. Ça allait tellement bien que l'électricité d'Aline Manning ne suffisait pas. Ça prenait une autre centrale hydroélectrique. Et on va voir que plus tard est arrivée, évidemment, la guerre, 39-45. Et là, ça a été la production totale à Arvida. C'était d'ailleurs la base de Bagotville a été créée seulement pour protéger ces installations hydroélectriques et les installations de l'aluminium à Arvida. Il faut que je vous parle de Louis Hémon. Louis Hémon, évidemment, qui a décrit la vie au lac Saint-Jean en 1912.
N'oubliez pas une chose, Louis Aymon, il est demeuré au lac Saint-Jean uniquement un été. Il arrivait de France, il ne s'entendait pas bien avec sa famille. Alors, il arrive de France, il fait plusieurs villes au Québec, entre autres, il a travaillé à Montréal, et il arrive au lac Saint-Jean, il se fait engager par un monsieur Samuel Bédard. Passe l'été là. En arrivant d'abord, première chose qu'il fait, il fait le tour du lac Saint-Jean à pied, parce que c'est un sportif. En France, il écrivait beaucoup de chroniques sur le vélo. Ça ne devait pas être très courant dans le temps, mais il l'a fait beaucoup. Alors, il est né en 1880, 1912, il est ici. Alors, puis on va voir là qu'il va mourir l'année suivante en Ontario. Alors, il n'a pas vécu longtemps. Maintenant, il arrive ici, puis lui, c'est pas un écrivain qui est très, très connu. Il a déjà fait des tentatives, mais il n'est pas vraiment populaire. Mais il a quand même un talent extraordinaire parce qu'on va voir que Maria Chapdelaine, ça a été traduit dans plus de 40 langues. Ça a fait le tour du monde. Mais c'est arrivé après sa mort parce que lui, il écrit, il se fait frapper par un train à Chapleau, en Ontario. D'ailleurs, il est enterré là. L'année suivante, en 1913, mais quand il écrit son livre, il est envoyé à un journal français qui s'appelle Le Temps, qui, lui, le publie sous forme d'un feuilleton. On parle du Canada, alors, sous forme d'un feuilleton, et ça devient populaire. On décide de le publier. Alors, on le publie en 1916. Donc, ça fait 3 ans qu'il est décédé. Et là, ça devient un très grand succès. Petite anecdote qui me faisait rire un peu, c'est que lui, vous savez que les Français sacrés, là, ils ne connaissent pas ça. Pour eux, ça ne veut rien dire. Mais dans son livre, il avait certainement entendu sacré ici parce qu'il sacre dans son livre en écrivant. Il écrit plusieurs sacres. Et quand on a traduit les premières éditions, on a enlevé les sacres et il y a une édition où on les a remis tels qu'il l'avait dit. Donc, Maria Chapdelaine de Louis Aymon, c'est vraiment un livre à lire parce que ça fait l'histoire du lac Saint-Jean. Ça nous démontre un peu les mœurs du temps et c'est vraiment intéressant comme description. Une autre chose dont j'aimerais vous parler concernant le lac Saint-Jean qui est mémorable, c'est le grand feu. Hein? Le feu qui est déclenché au mois de mai. Au mois de mai, c'est toujours le mois des feux. Hein? En 1870, le 19 de mai. Et le feu part de Saint-Félicien et s'en vient ici à Chicoutimi. Vous savez que ça a sauté par-dessus la ville de Chicoutimi. Hein? Le curé Delage de Chicoutimi-Nord, le curé Racine, qui est devenu Monseigneur Racine, également du côté sud. Ces 2 curés-là demandent la bénédiction de Dieu. Ils font même une petite procession pour éviter que le feu ravage la ville de Chicoutimi. Ça a sauté la ville, ça a brûlé Saint-Fulgence, ça s'est arrêté à Saint-Félix-d'Autiste. Mais c'est un feu énorme, là. On dit qu'il y a eu environ 10 morts dans ce feu-là, puis on prétend que ce n'est pas beaucoup considérant l'ampleur du feu. Ça a eu comme conséquence par la suite de favoriser un peu la colonisation et les arbres étant brûlés, le défrichage s'est fait plus facilement, mais ça a été un drame extraordinaire, un drame qui a fait appel à la générosité de tout le Québec. Les gens étaient sans abri. Dans la ville de Chambord, il reste une seule maison. Toutes les autres maisons ont été brûlées, mais c'est comme ça dans plusieurs villes. Donc, ça a été vraiment quelque chose de dramatique. 555 familles qui se sont retrouvées dans la rue du jour au lendemain. Et il y a des souvenirs de ça. Si vous allez à l'église Sainte-Anne à Chicoutimi-Nord, par exemple, vous allez voir, il y a un vitrail là, qui en fait mention. C'est vraiment quelque chose de marquant pour le Saguenay, mais aussi pour le lac Saint-Jean. Alors, il y en a qui prétendent une chose, puis ça a l'air que c'est très possible. C'est que le feu n'aurait pas pu se propager d'une façon aussi rapide. Donc, ce qui a pu se produire, comme ça s'est produit au lac Saint-Jean, c'est qu'il y aurait eu comme des coups de tonnerre un petit peu partout, là, puis les éclairs, ça peut déclencher des feux un peu partout. C'est une version. C'est pas officiel, mais on ne sait pas vraiment, dans ce temps-là, surtout, il n'y avait pas de suivi, comment ça a pu se produire, mais il reste que ça a été la grande tragédie qui s'est produite au lac Saint-Jean, mais aussi au Saguenay, le 19 mai 1870.
le lac Saint-Jean est arrivé après le Saguenay, pas longtemps après, avec une vocation beaucoup plus agricole et forestière. Et ça s'est développé, et c'est d'une beauté, hein, pour le tourisme. On peut dire qu'il n'y a pas rien de plus beau que le lac Saint-Jean. Ça bat tous les records. Hein. L'été, tout le monde, même du Saguenay, ça va passer l'été au lac Saint-Jean. Il y a beaucoup de chalets de villégiature tout le tour. Et ça, c'est incomparable. On n'a pas ça dans presque aucune région au Québec. Mais tout ce développement-là s'est bâti, mais il y a eu des drames et ça n'a pas toujours été facile. Alors, c'est un peu ce que j'avais à vous dire sur l'histoire du lac Saint-Jean. Vous voulez apporter un commentaire sur l'émission, faire des suggestions, poser des questions au maire? Écrivez-lui à saguenayconstruit@ville.saguenay.qc.ca.